Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de vendre en ligne avec des ressources limitées. Est-ce que c'est vraiment possible avec François-Jérôme Gosselin? Alors, il y a plusieurs entrepreneurs que je vois qui se partent des boutiques en ligne, qui vendent, qui grossissent leur business, tout ça à partir principalement de la vente en ligne. Mais je me demande, c'est quoi vraiment la procédure que ça prend actuellement? Je suis en train de travailler sur une boutique en ligne, sur vendre des produits numériques, puis peut-être aussi des produits physiques avec Alias Entrepreneur. Je suis en train de vraiment poser la question. Puis là, hey, c'est quoi les coûts? C'est quoi les highlights? C'est quoi vraiment qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut faire pour être efficient? Puis je me suis dit, je vais faire venir un spécialiste dans le domaine pour lui poser toutes les questions sur quelle plateforme choisir, sur comment le diriger. Puis c'est vraiment le but de la discussion d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Tout récemment, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Vous êtes à la recherche d'une entreprise, vous voulez vendre votre entreprise, le CETEC, c'est une solution pour vous. Et puis, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans ces partenaires-là, on serait obligé de charger le contenu et on ne pourrait pas avoir l'impact qu'on a. Notre but, notre mission chez Alias, c'est d'aider les propriétaires des petites entreprises du Québec, les propriétaires, les entrepreneurs à passer au prochain niveau, à donner du contenu gratuit ou au moins cher possible pour les aider à passer au prochain niveau parce qu'on a comme mission d'aider le Québec à être plus solide économiquement avec des entrepreneurs qui grossissent. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on fait le contenu semaine après semaine. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Jérôme. Salut François Jérôme. Salut François Jérôme. Salut Anthony, merci de me recevoir. Désolé de t'avoir appelé Jérôme. Mon petit frère s'appelle Jérôme, puis c'est comme imprégné en moi. C'est correct, tout le monde m'appelle Jean-François de toute façon, fait que ça va venir à un moment donné. C'est bon, ça. Euh, Est-ce que tu serais capable de me dire, c'est qui ça, François Jérôme? Ouais, ben écoute, rapidement, moi je suis quelqu'un qui vient de la ville de Québec. J'ai toujours pas mal été ici, été élevé ici, tout ça. Je suis un gars qui tripe sur la musique, le culturel, puis tout ça. J'ai un côté des affaires qui s'est développé assez jeune, je te dirais, là, surtout au secondaire, là, où j'ai allié un petit peu ma passion de programmer et toutes les opportunités que le web pouvait faire euh, en opportunités d'affaires et tout ça. Fait que j'ai navigué un petit peu dans tout ça. Puis ben, justement, quand je suis arrivé à l'université, j'ai décidé d'aller en administration des affaires parce que je voulais parfaire un petit peu ces connaissances-là, puis jumeler ça avec la techno. Là, fait qu'il y avait un profil qui appelle SEO, que je pense qu'il est encore là, Système d'information organisationnelle. C'était super le fun. Puis sinon, ben, après ça, écoute, moi et un ami de longue date, on a parti Novathèse en 2000, fin 2014, début 2015. Puis on est trois partenaires aujourd'hui depuis le début, là, puis ça a toujours été la source secrète du succès. On a grandi organiquement avec des objectifs quand même ambitieux, même si c'était organique. Puis on suivait les objectifs de nos clients aussi, qui étaient également très ambitieux. Donc, puis aujourd'hui, ben écoute, on est 60 personnes, on aide quand même plusieurs beaux fleurons québécois, là, si on peut le dire comme ça, avec des marques à l'international. Puis je te dirais que, tu sais, fondamentalement, tu sais, même si rendu à 60, il y a beaucoup de responsabilités de gestion, je suis quand même un passionné de tout ce qui est du code, puis ce que le web peut apporter, là, fait que je peux en jaser des heures avec ceux qui ont cette même passion-là, ou juste le numérique en général, là, mais je te dirais. Puis j'aime ça aussi découvrir des bons restos, fait que ça aussi on pourrait en jaser des heures. Ben, écoute, un jour, on prendra un bon repas ensemble. Puis, Ouais, c'est est-ce que ça. tu serais capable de me dire Novathèse? Parce que là, aujourd'hui, on va parler de vente en ligne, mais Novathèse a cette spécialité-là, j'imagine. Oui, exactement. En fait, nous, on se positionne comme quelqu'un qui va accompagner les entreprises sur un plan 360 au niveau de la vente en ligne. Donc, on va avoir autant le côté d'implantation de système avec la conception, le design, puis tout ça. Donc, il va s'adresser à des entreprises. Ça peut être des détaillants, ça peut être des gens qui vendent directement aux consommateurs, des manufacturiers, distributeurs. Écoute, quand ils ont besoin d'une plateforme transactionnelle avec un modèle d'affaires spécifique, on est là pour les aider. Même chose au niveau de la stratégie numérique. Fait que ça peut être de la gestion de publicité en ligne, comme ça peut être de l'automatisation de marketing, ou de l'analytique pour prendre des décisions un petit peu plus éclairées. Puis on a aussi un volet
qu'on pourra parler un petit peu plus ultérieurement, qui est comme une face cachée du commerce électronique, mais qui est tout aussi présente, là, qui est la distribution numérique. Fait que finalement, tout ce qui est marketplace comme Amazon, Walmart, puis tout ça. Donc, on va aider beaucoup les entreprises à se positionner là-dessus. Fait que je te dirais que, tu sais, on a tous ces volets-là. Ça se traduit par des programmeurs, des experts marketing, des gens de logistique aussi, analystes d'affaires. Donc, qui vont travailler toujours pour optimiser les performances, que ce soit de vente ou d'automatisation pour nos clients, là, finalement. C'est super. Puis là, ça m'apporte avec ton expertise de Novatech. C'est exactement pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Puis, je n'étais pas capable de synthétiser tout ce que vous faisiez. Alors, je me suis dit, ça va être plus facile si c'est toi qui le présente. Mais là, je veux pousser vraiment plus la vente en ligne. Puis, plusieurs entreprises que je vois autour de moi qui réussissent bien avec la vente en ligne. Mais c'est encore un petit peu flou, toutes les bonnes procédures pour arriver à vendre un produit, le livrer au client. Puis en partant du départ, alors, avant de vendre un produit, il faut que je l'aie en inventaire ou je ne suis pas obligé, peut-être pas. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on voit en gros, c'est quoi les tâches derrière une boutique en ligne? Parce que oui, il y a la boutique, il y a les produits qui sont affichés, mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu le parcours entrepreneur d'une boutique en ligne. Oui, absolument. Écoute, c'est sûr que dépendamment de si on commence l'entreprise directement en ligne ou si on a déjà un modèle d'affaires existant, ça peut changer un petit peu la façon de procéder. Tu sais, moi, j'aime tout le temps ça, dire il faut repartir à la base avec le numérique puis se questionner sur notre plan d'affaires carrément. Ben, en fait, plus notre modèle d'affaires carrément. Parce qu'il y a tellement d'opportunités qui s'offrent avec le numérique qu'on n'a pas le choix d'y repenser. Tu sais. Un détaillant ou quelqu'un qui a une plus petite entreprise qui vend un produit, bien, en ligne, tu as des opportunités d'abonnement, tu as des opportunités de stratégie de prix en combinant ta livraison. Tu vas avoir des devises étrangères aussi si tu veux vendre à l'international. Donc, je trouve que la première étape, là, c'est de questionner le modèle, de regarder, y a-t-il des choses que je pourrais exploiter que je n'exploite pas actuellement, comme justement maintenant, le modèle d'abonnement, là, je le prends tout le temps en exemple parce que les gens pensent juste à s'abonner soit à des services de nourriture ou s'abonner à des choses qui sont des biens consommables. Mais maintenant, on voit beaucoup de détaillants, puis il y en a plein au Québec aussi qui sont en train de s'adapter, qui vont vendre des services d'abonnement pour qu'après ça, tu aies plein d'incitatifs en magasin ou en ligne. Puis ça aide à avoir une récurrence dans sa clientèle. Puis on peut le faire à très petite échelle pour des petites entreprises aussi. Puis il y a beaucoup d'applications qui se développent dans ce sens-là. Fait que première étape, je dirais, c'est vraiment le modèle d'affaires, d'essayer de le coucher sur papier en n'oubliant pas ce que tout le numérique peut amener. Là. Fait que pas en regardant ça trop simple non plus. Sur l'aspect logistique, tu l'as bien dit, je pense qu'il faut toujours aussi se questionner sur qu'est-ce que les consommateurs ont besoin de voir en ligne pour pouvoir acheter le produit. Fait que, il faut toujours amener ça à une expérience en magasin, mais si, exemple, je magasine un meuble, ben, je vais vouloir savoir les dimensions, je vais vouloir savoir la couleur puis le plus précisément possible. Puis, même ça, il y a des challenges des fois avec l'écran, fait qu'il y a des façons de montrer ça un petit peu plus zoomé puis précis, puis de faire des parallèles avec des textures, tout ça. Donc, il faut se questionner sur c'est quoi qui va faire que les clients vont choisir mon produit. Puis ça, mais ça va guider un paquet de décisions parce que ça va déterminer ce que tu vas afficher sur ta page produit, comment tu vas pouvoir filtrer tes produits dans un catalogue produit. Ça va déterminer aussi tout ce qu'il faut que tu saisisses comme information. Enfin, quand tu réceptionnes le produit, toi, en tant qu'entrepreneur, tu reçois ça de ton fournisseur, puis ça, ben, tu le regardes, tu l'analyses, tu vas faire cette description-là, puis tu vas t'assurer qu'elle correspond vraiment à ce que c'est pour que les gens puissent la trouver. Puis ça va aider un paquet de décisions quand cette information-là est déjà bien faite. Fait que ça, bon, au niveau, c'est une partie de la logistique, là, c'est plus un marchandisage. Tu sais, la logistique, après ça, tous les transporteurs, puis tout ça, il y a quand même des solutions très adaptées maintenant. Ça, on va en voir parce que les transporteurs, ça vient quand même après la vente. Fait qu'on Ouais. on va y aller par étapes. On va y aller avant même de créer sa boutique en ligne, avant même d'avoir son premier produit en ligne. Qu'est-ce que tu me suggères, si je comprends bien, Jérôme? Là, je veux me partir une boutique, François Jérôme. Si je veux, je vais y arriver d'ici la fin du podcast. Je te jure, je vais dire ton bon nom d'ici la fin du podcast. Mais si je veux vraiment avoir du succès, puis être capable d'avoir quelque chose qui se tienne, c'est à la base, c'est quoi que je veux vendre en ligne, c'est quoi mon modèle d'affaires, puis pas seulement se concentrer sur qu'est-ce que je fais actuellement, mais m'ouvrir les yeux à qu'est-ce que le numérique peut m'offrir, à qu'est-ce que il n'y a plus de barrières, j'ai plus besoin d'avoir une boutique. Alors, c'est vraiment m'ouvrir les yeux sur, hey, je pourrais-tu réinventer le secteur, je pourrais-tu
faire quelque chose de nouveau? Je pourrais-tu vendre un nouveau type de produit? Je pourrais-tu combiner des produits? Je veux-tu aller sur un abonnement? Je veux-tu aller sur une vente unique? Je veux-tu aller sur du repeat business? Alors, vraiment me poser la question sur, OK, mon modèle d'affaires, c'est quoi? Par la suite, une fois que j'ai trouvé mon modèle d'affaires, c'est de trouver le produit que je veux vendre, les produits que je veux vendre en ligne, puis comprendre mon parcours client, de qu'est-ce que j'ai compris, là, de qu'est-ce que tu m'as expliqué Ouais. avec le divan, c'est de bien comprendre le parcours client. Alors, si je vends un divan, il faut que je sois capable de démontrer la couleur, démontrer les grandeurs, mais si je ne connais pas le parcours client, ça va être difficile pour moi de savoir quoi mettre en ligne. Puis là, on va arriver prendre une petite pause au parcours client, là. Si je pars une boutique en ligne ou j'ai une boutique en ligne actuellement, mais que j'ai lancé rapidement avec, on va dire, une plateforme comme Shopify, euh, comment que je fais pour savoir, c'est comment que mon consommateur, mon client prend la décision pour acheter mon produit que je vends en ligne? Ben, écoute, il y a plusieurs réponses à ça. C'est sûr qu'on peut toujours faire un exercice d'aller voir au marché ce que les compétiteurs font. Généralement, il y a quand même des joueurs d'établis dans plusieurs industries, puis on peut se baser un peu sur eux, les décisions qu'ils ont prises parce qu'ils ont beaucoup de données. Mais justement, parlant de données, on peut aussi faire nos propres tests. Là. Fait s'assurer d'avoir les outils d'analyse qui sont correctement installés, configurés. Ça, c'est primordial. Là. Puis c'est rendu très accessible. Hein. Tantôt, on a arrêté à l'expérience utilisateur, mais je n'ai pas parlé des plateformes, tout ça, mais maintenant, quelqu'un qui veut se partir un Shopify peut le faire tout seul là, sans avoir des compétences de programmation, tout ça. Même chose pour apprendre de la publicité en ligne, tout ça. Fait que moi, ce que je dirais pour répondre à ta question, c'est qu'il faut comprendre bien le tunnel de vente. Fait que, notoriété, acquisition, activation, rétention, optimisation des revenus, référence client. Il y a beaucoup de documentation sur ce tunnel de vente-là. Puis de se dire, OK, c'est quoi que je vais mesurer dans tout ça, puis se donner des objectifs. Puis tu peux même trouver souvent par benchmark d'industrie des objectifs justement pour chacun de ces paliers-là dans différentes industries. Puis dire, bon, ben c'est correct, je vais commencer à placer de la publicité, à faire un petit peu de bruit, puis sur les premiers résultats que je vais avoir, ben, je vais essayer de récolter du feedback de mes clients. Ça aussi, il y a beaucoup d'outils pour ça. Moi, je dis tout le temps, par contre, qu'est-ce qui est le fun, si on parle pour quelqu'un qui commence, là, carrément, là, il y a une vente qui rentre, là, t'appelles pratiquement. C'est quoi qui a fait que tu as acheté mon produit? À moins que tu commences et tu as vraiment un gros boom, là, mais j'ai vu plusieurs entrepreneurs démarrer leurs entreprises en appelant leurs premiers clients par leur demander pourquoi tu as acheté mon produit, je veux comprendre. Puis, ça ne sera jamais aussi parlant d'avoir du feedback écrit qu'une conversation avec quelqu'un. Fait que ça, en tout cas, je trouve c'est faire le extra mile, là, on va se le dire, mais je trouve que c'est ce genre d'initiative-là qui fait que tu vas bien comprendre ton parcours client parce que tu veux savoir ceux qui l'ont acheté, pourquoi et Pourquoi comment. qu'ils l'ont acheté? Mais en faisant ça, je vois un billet, puis j'aimerais ça qu'on adresse ce billet-là, puis après ça, qu'on parle des outils essentiels à avoir sur son site web. Alors, si j'appelle tous les clients qui ont acheté, exemple, j'ai 100 visiteurs qui sont venus sur mon site web, puis j'en ai 2 qui ont acheté, j'en ai 98 qui n'ont pas acheté, mais je ne Ouais. saurais pas pourquoi que ces 98-là n'ont pas acheté. Est-ce qu'il y a des moyens de, je ne sais pas, moi, quand la personne arrive pour passer sa souris en haut à gauche, qu'on fasse popper un pop-up pour pas qu'il sorte de mon Ouais. site web? Il y a plusieurs stratégies comme ça, là, avec des outils comme Hotjar et tout ça qui vont donner du feedback. Ça peut être post-achat, ça peut être pris. Il y en a quand même quelques-uns. Puis c'est sûr que honnêtement, ça peut aider à la décision, mais moi, j'aime ça aussi capitaliser sur qu'est-ce qui a fonctionné. Là. Fait que, il y a beaucoup de raisons sur pourquoi la personne elle peut ne pas avoir acheté. Peut-être qu'elle n'avait juste pas de besoin tout de suite, mais que la plateforme était parfaite. Puis là, elle va essayer de trouver quelque chose. Tandis que la personne qui a acheté, elle a acheté. Puis tu as ces informations, tu peux la contacter. Fait que si j'avais à prioriser un point d'entrée, surtout en commençant, parce qu'on n'est plus dans l'optimisation, on est vraiment dans bâtir la notoriété. Si on est une entreprise plus mature qui fait des millions de chiffres d'affaires en ligne, puis tout ça, là, on va vouloir comprendre pourquoi les gens n'achètent pas parce que ça peut coûter cher, puis tout ça. Puis généralement, on sait pourquoi les gens vont acheter, mais à l'inverse, ben, c'est le fun d'aller chercher pourquoi les gens ont acheté puis de capitaliser là-dessus. Puis il y a un autre bon moyen de le savoir, là, je rajoute ça, mais tantôt j'en ai parlé brièvement, mais les canaux de vente comme Amazon, Walmart, puis tout ça, généralement, tu bénéficies d'une bonne quantité de trafic là, organiquement par la plateforme. Puis c'est facile d'aller générer des premières ventes. Ce n'est pas toujours les ventes qui sont les plus rentables, là, mais c'est facile d'aller générer des premières ventes, d'aller chercher un petit peu d'analyse là-dessus, puis de tester un petit peu parce que là, tu as réellement du trafic. Tandis que, tu sais, une boutique en ligne que tu pars demain matin puis que les gens ne te connaissent pas, tu
peu plus difficile d'aller chercher la quantité de gens. Ouais. Il faut bâtir le trafic. Puis, si je reviens aux outils essentiels à avoir sur sa plateforme, sur sa boutique en ligne, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu, là, qu'on nomme le nom en expliquant brièvement qu'est-ce que les outils font pour que même si je ne comprends pas exactement si j'en ai besoin demain matin, l'analyse, moi, je me suis toujours fait dire, installe les outils, la journée que tu vas en avoir besoin, ça va tracker le data au moins. Alors, on pourrait-tu aller voir comme les outils essentiels que je devrais absolument avoir sur ma boutique en ligne, le top là, des outils, que quelqu'un qui arrive, qui va te voir, qui commence à avoir un certain succès, puis qui veut comprendre pour aller au prochain niveau, c'est quoi qu'il devrait avoir sur son site web pour lui permettre d'aller au prochain niveau? Ouais, une espèce de starter pack, là, si on veut. Là. Ouais, c'est pas bête comme question. Écoute, je pense que, bon, peu importe la plateforme choisie, mettons qu'on prend hypothétiquement Shopify, ce qui serait d'ailleurs une de mes recommandations parce que maintenant, n'importe qui peut se rendre jusqu'à un certain point. Là, des entreprises sont venues nous voir, se sont rendues à 10 millions de chiffre d'affaires, puis n'avaient pas nécessairement eu d'aide, puis tout ça. Là, avaient été capables de faire ça par eux-mêmes avec une bonne notoriété, puis pas de développeur, rien. Fait ce qui est impressionnant quand même. Là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que oui, ça prend la plateforme. Après ça, ça va prendre un Google Analytics avec, faire attention aussi, il faudrait que je vérifie, mais il y a une fonctionnalité e-commerce là-dedans à activer aussi, là, puis être sûr qu'on puisse tout tracker ça. Généralement, Shopify va te montrer comment bien le faire aussi. Les pixels de conversion pour les différents réseaux sociaux comme Facebook, tout ça aussi sont importants à avoir. Si on parle d'analyse, donc Hotjar aussi, qui est un outil. Hotjar, il y en a plusieurs des comparables, mais c'est des outils généralement de heat mapping qu'on va appeler. Là. Fait que tu vas voir un petit peu des cartes de chaleur de ta plateforme. Fait que tu vas savoir où les gens naviguent, tu peux avoir du feedback et tout ça. De mon côté, Hotjar, là, juste pour une parenthèse sur Hotjar, quand on fait nos événements on fait 2 gros événements par année. Là. On va peut-être changer un peu les formules avec le retour en présentiel. On va peut-être en avoir plus, on va peut-être en avoir moins. On va annoncer ça très prochainement. C'était à l'affût pour le souper de Noël. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est Hotjar m'a permis de sauver complètement un lancement qu'on faisait pour un événement. On traquait vraiment, tu sais, ça map ta navigation sur ta page de vente. Puis nous, c'était une page de vente. Puis on voyait vraiment où est-ce que les gens optaient out, puis que c'était vraiment le formulaire qui ne marchait pas. Puis en optimisant notre formulaire, puis en retravaillant juste un petit peu où est-ce que les gens cliquaient mais ne finalisaient pas, on a changé notre taux de conversion de 9% de la page à 46%. Puis ça, c'est vraiment grâce à Hotjar. Là. Écoute, ça peut faire des petites merveilles. Puis tu sais, je te dirais, faut les regarder souvent, ces outils-là, parce qu'au début, quand on n'est pas habitué, ça ne nous dit pas grand-chose, puis tout ça, puis à un moment donné, on voit une couple de patterns arriver, puis on est capable de cibler déjà des choses à améliorer. Fait que pour l'analytique, ça fait un certain tour, mais après ça, moi, ce que je dis tout le temps, c'est day one, quand tu lances une plateforme, il faut que tu aies quelque chose pour récolter des emails. Puis c'est très, tout le monde dit ça tout le temps depuis des années, mais ça reste encore à ce jour, le moyen de rejoindre les gens puis d'avoir une certaine traction qui se bâtit avec une marque. Donc, nous, on aime beaucoup la solution Klaviyo qui permet du marketing automation aussi après ça. Fait que tout ce qui est panier abandonné, ou j'aime toujours donner l'exemple de Sephora là, parce qu'ils sont excellents là-dedans, mais exemple, tu achètes un produit comme, je ne sais pas, un fond de teint, puis tu te dis, bon, il y a une durée de vie de... Là, je ne suis pas bon avec ça, mais on va dire 30 jours pour faire une discussion. Fait que, mettons, ça a une durée de vie de 30 jours. Ben après ça, tu envoies un courriel automatisé parce qu'eux, ils ont la data. Ils savent qu'en moyenne, les gens vont utiliser ça pendant 30 jours, puis ils vont dire, hey, il doit t'en manquer, tu dois arriver à la fin, fait que commande-le maintenant pour le recevoir bientôt. Fait que c'est comme pas totalement un modèle d'abonnement. Il y a beaucoup moins de friction parce que les gens, ils n'ont pas d'engagement à faire sur un abonnement, mais tu es capable d'automatiser des renouvellements de vente comme ça de façon super simple, tu sais, avec ça. Puis ça, qu'est-ce que j'aime? Parce que si j'avais une boutique en physique aussi, c'est que je pourrais le combiner. Quelqu'un qui achète physique, je pourrais mapper mes produits, puis réautomatiser, puis optimiser avec la boutique en ligne par la suite. Alors, je pourrais amener des clients qui achètent physiquement en boutique, un rappel de soit revenir en boutique ou aller en ligne pour faire un renouvellement de quelque chose. Puis ça, on appelle ça Klaviyo qui fait ça. C'est la première fois que j'entends parler de Klaviyo. Les gens qui connaissent MailChimp, là, en fait, là, MailChimp était fut un temps la solution là, qui était endossée par Shopify, puis ça a été, à un moment donné, bon, je pense qu'il y a eu un changement là-dedans, là, puis Klaviyo est pas mal la solution recommandée par Shopify
parce que tu as beaucoup, beaucoup d'events qu'on appelle ou de triggers qui sont automatisés entre les deux solutions. Donc, ça simplifie beaucoup la mise en place, là, puis c'est facile d'aller faire après ça des flows, des processus finalement d'envoi de courriel automatisé. Là. Puis, Point de ça vue gère pricing, aussi. est-ce que c'est comparable à MailChimp ou Je te c'est. dirais qu'en entrée, c'est comparable. C'est sûr que si vous évoluez, vous avez beaucoup d'emails, ça peut devenir un outil dispendieux. Mais moi, avec cet outil-là, je dis toujours, c'est sûr qu'il va être dispendieux si tu ne l'utilises pas, mais si tu l'utilises bien, ça va être ton outil le plus payant. Là. Donc, c'est vraiment une game de discipline avec cet outil-là, puis s'assurer qu'on maximise son potentiel. Puis, tu sais, c'est pas très difficile à faire, honnêtement. Là. Un coup que les maths sont faites pour 2-3 mois, tu le vois là, que c'est intéressant. Là. Ah, c'est super. Puis nous, on utilise chez Alias Infusionsoft par rapport à Infusionsoft. Y a-tu des features similaires ou puis je pas, on parle pas. Le but c'est pas de parler de CRM là, mais c'est Ben, plus de voir. ça, c'est une bonne question que tu as là parce que, tu sais, c'est drôle. Des fois, on a des clients qui viennent nous voir et disent, bon, ben là, je veux aussi un CRM ou Linkison. Tu sais, la définition d'un CRM versus un Klaviyo qui est plus là pour automatiser ton marketing puis avoir une base de données de courriel puis tout ça, c'est un petit peu différente. Là. Tu sais, un CRM, tu vas avoir un pipeline, là, si on veut, là, puis tu vas avoir des stages à traverser pour convertir ton client et tout ça. Tandis qu'un outil comme Klaviyo, comme MailChimp, tout ça, c'est vraiment, on va optimiser la communication courriel pour générer des résultats. Les résultats, ça peut être des ventes, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est vraiment un outil d'automatisation de courriel. SMS aussi maintenant, là, en passant. Là, je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas dit, mais SMS aussi. Fait qu'on peut avoir les deux là-dessus. Puis là maintenant, tu ouvres la question, je l'avais, puis je voulais pas t'interrompre. Conseilles-tu d'y aller directement avec du rappel par SMS ou c'est trop envahissant? C'est quoi ton feeling à toi, François Jérôme, là-dessus? SMS, là, c'est très culturel hein, en passant, là, parce qu'en Amérique du Nord, on n'aime pas ça, mais partout ailleurs, envoie pas un courriel, envoie un SMS. Là, puis même qu'en Asie, puis comme on est particulièrement en Chine, eux, ils ouvrent même plus leur SMS parce qu'ils se font toujours spammer, puis là, c'est rendu juste dans WeChat, puis là, ben. Fait que c'est très culturel. Moi, ce que je dis, c'est que si notre marché est ici, il faut y aller de façon intelligente, parcimonie, puis y aller avec quelque chose qui est utilitaire. Fait que, je donne un exemple. Si on est une marque puis on a vraiment des ambassadeurs de la marque forts, là, donc des gens qui ont un bon attachement à la marque, qu'on fait une vente par trimestre, ben oui, envoie-la par SMS parce que les gens, ils l'attendent, la vente, puis ils vont être contents que tu l'aies envoyé. Par contre, si tu fais toujours des ventes, puis que tu as un brand un petit peu à rabais, justement, puis que tu as vraiment, vraiment une large base de données de gens qui n'ont pas vraiment d'attachement, ben, ton taux d'abandon de gens qui vont se désabonner, il va être quand même très élevé si tu commences à envoyer des SMS pour ça. Fait que, tu sais, il faut vraiment y aller. Je pense que quand tu as des événements importants, ça peut être une vente. Il ne faut pas se limiter à des notifications de shipping et tout ça. Là, on peut aller plus loin quand même, mais je pense qu'il faut y aller avec quelque chose qui est un petit peu plus spécial que j'ai un code coupon spécial pour toi. Là, fait que, faut y aller avec un événement ou quelque chose qui a un petit peu de contenu derrière. Ben, j'adore ça. Fait qu'on a vraiment vu, au début, on parle du modèle d'affaires. Après ça, on a parlé de comment mettre ça sur sa boutique, voir comment qu'on choisit pour parler du pipeline, du processus de vente. Une fois que j'ai tout mappé ça, c'est là que je vais faire ma boutique si ce n'est pas encore déjà fait. Sinon, je vais optimiser ma boutique. Si on y va sur les grandes plateformes là, pour des do-it-yourself, des grosses plateformes qui est possible de faire par moi-même comme petits entrepreneurs, comme petite entreprise, pas petit entrepreneur, mais plus petite entreprise qui n'a pas des gros budgets pour se lancer là-dedans. Est-ce que, c'est possible? Ça serait quoi les plateformes à choisir? Souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que dépendamment de comment la personne a construit l'entreprise aussi, si vous avez fait un site web qui n'avait pas de produit dessus, puis généralement, les gens vont le faire avec une solution comme Wix ou comme WordPress, Squarespace, il y en a quelques-unes. Vous êtes capable d'aller ajouter une fonctionnalité de e-commerce. Puis si vous n'avez pas beaucoup de produits, moi, c'est ce que je suggère là, dans le sens où vous pouvez ne pas nécessairement refaire toute votre plateforme si vous avez déjà quelque chose, puis que vous pouvez ajouter la portion catalogue, on va dire. Ça, c'est correct. Moi, ce que je dis, par contre, si vous êtes à considérer le choix d'une plateforme en ce moment, puis que
le commerce électronique, c'est vraiment un vecteur de croissance principal pour votre entreprise. Moi, j'irais avec un Shopify. Nous, on est Shopify Partner, fait que j'aime tout le temps ça le mettre pour être sûr qu'il n'y a pas nécessairement de biais dans ce que je dis, mais on a fait ce choix-là aussi parce que c'est une solution qui est très accessible. Puis que ce qui est le fun, c'est que après ça, quand vous êtes rendu plus loin, vous avez besoin d'un petit peu plus de personnalisation. Elle va suivre quand même assez loin, cette plateforme-là. Fait que, il y a des marchands là, qui font au-dessus de 100 millions là, de chiffre d'affaires sur une plateforme Shopify, puis il n'y a pas nécessairement de limite, puis tout ça. C'est qu'à un moment donné, ça devient vraiment une question de coût et d'investissement parce que Shopify va aller chercher un certain pourcentage sur la vente avec le volume. Puis il y a des frais de licence, mais essentiellement, partir une entreprise sur Shopify, c'est pas très dispendieux. Après ça, je dirais qu'il faut faire un choix judicieux d'applications. Parce qu'au début, c'est tentant. Tu vas aller installer toutes les applications. C'est toujours ça. Là, on finit à avoir comme 50 applications, là, comme sur notre iPhone, là, mais avec Shopify. Puis là, ben, tu as tout le temps un essai gratuit de 30 jours, puis après ça, tu t'embarques dans tes frais de licence. Fait qu'il y en a qui vont dire, ouais, ça coûte un petit peu cher, avoir ça. Mais oui, je comprends, mais tu es allé chercher, mettons, je dis n'importe quoi, mais si tu commences, puis tu vas chercher justement un Klaviyo, mais que tu fais rien avec Klaviyo, puis tu fais pas de processus, puis tu as déjà quelques emails automatisés dans Shopify, peut-être que tu peux faire un petit temps avec ça. Après ça, exemple, des solutions de review de produits. Ça, on n'en a pas parlé tantôt, mais c'est tout le temps important aussi de mettre ça en place parce que tu récoltes des avis clients, puis ça t'aide à avoir une notoriété de produit. Ben, il y en a là, de base qui sont là, mais on va toujours aller chercher à faire un petit peu plus. Fait que je dirais c'est vraiment de choisir, c'est quoi nos premiers chantiers, puis sur quoi je vais investir comme application, comme développement, versus d'essayer de tout prendre en même temps et de se ramasser avec 50 apps qu'on fait pas Puis ça grand-chose revient avec ça. vraiment à se concentrer sur le processus de vente du client parce qu'on en a parlé, là, on commence avec notre modèle d'affaires, on comprend le tunnel de vente, comment mon client prend une décision, puis par la suite, j'optimise puis je bâtis ma boutique. Alors, si j'y vais avec qu'est-ce que mon client prend pour des achats, c'est pas de se lancer hey, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, c'est d'y aller avec l'essentiel pour comprendre. Un petit peu comme si j'ouvrais un magasin, je ne commencerais pas en ouvrant un 50 000 pieds carrés. Il y en a peut-être qui le feraient, là, mais il faut que tu aies les reins solides. Là. Je commencerai avec une plus petite boutique pour voir si les gens viendraient acheter. Puis par la suite, je grossirais ma boutique, je grossirais mon choix de produit. Puis, si je comprends bien, c'est un peu la même chose à faire avec la boutique en ligne. Ouais, un petit peu. Puis peut-être la nuance que j'ajouterais, c'est on parlait de modèle d'affaires tantôt, c'est sûr que si on s'en va dans un modèle qui est un petit peu plus complexe, B2B, fait que peut-être en tout cas, on pourra l'adresser ou pas, là, mais c'est sûr que des fois, tu as des modèles d'affaires qui sont un petit peu plus complexes. Fait que là, ça peut orienter vers un choix de plateforme un peu différent. Fait que généralement, les plateformes les plus accessibles, ça va être des plateformes qui vont se concentrer sur un modèle d'affaires B2C. Fait que des Shopify, Wix, WordPress, puis tout ça. Mais il y a quand même quelques plateformes qui permettent de faire du B2B. Puis même des plateformes comme Shopify, si on est dans un début d'entreprise, peuvent très bien faire l'affaire en B2B pourvu qu'on respecte un certain cadre puis qu'on évolue dans ça. J'adore ça. Alors, une fois que j'ai choisi ma plateforme, je peux aller avec un Shopify sur WordPress, celui qui est populaire. J'utilise WooCommerce, je crois que c'est le plus populaire sur WordPress. C'est des plateformes qui sont simples, qui sont do-it-yourself, que la majorité des gens préfèrent par eux-mêmes en mettant un petit peu de temps. Par la suite, une fois que j'ai ma boutique, j'ai mes produits en ligne, quand que je vends, ça prend un processus de paiement. Est-ce qu'il y a des grands joueurs pour prendre les paiements? Moi, j'utilise Stripe. Y en a-tu d'autres que Stripe et PayPal, exemple? Écoute, ça, moi, je dirais que encore une fois, ça, c'est très personnel. Là. Il y a un guide décisionnel là-dedans, là, dans le sens où si tu as des boutiques physiques, tu fais déjà affaire avec une compagnie, bon, pour tes TPV, puis tu as des transactions en magasin, puis tout ça, ça peut être aussi stratégique d'aller chercher un bon taux avec la même solution, puis dire, ben écoute, je vais utiliser ça aussi pour mes ventes en ligne. Par contre, le facteur principal décisionnel dans tout ça, c'est que je vais regarder la plateforme qu'on utilise. Fait que comme Stripe, je sais que c'est super bien intégré à des solutions comme WordPress, comme Magento, comme d'autres. Puis Shopify l'utilise encore, je pense, comme solution native. C'est juste qu'on ne le voit pas parce que c'est Shopify Payments, là, mais c'est Stripe qui est en arrière. Fait que, tu sais, moi, ce que je dirais, c'est si la plateforme, il y a une application, un module qui est très stable, qui est testé, qui est maintenu, puis que les mises à jour sont fréquentes, là, puis ça se vérifie bien,
on peut utiliser cette solution de paiement-là, mais c'est toujours la première chose que je regarde. Parce que ça nous est déjà arrivé, là, un client qui dit « Ah, ben moi, je veux combiner mon volume en ligne avec mon volume en magasin. » Mais là, tu regardes, puis cette solution-là n'est pas vraiment entretenue. La dernière mise à jour date d'il y a 1 an, mais tu le sais qu'il y a des choses qui sont sorties entre-temps. Tu sais, c'est un petit flag là, qu'il faut qu'on fasse attention. Là. Je comprends bien. Alors, c'est d'y aller principalement avec, si je ne suis pas trop attaché à un outil, c'est d'aller avec celui qui me propose. S'il m'en propose 2, 3, c'est de regarder celui qui me convient le mieux avec mon modèle d'affaires, puis essayer de choisir lui parce il va être principalement le plus maintenu. Alors, j'ai choisi je comprends quand j'ai choisi mon mode de paiement. Par la suite, je vends. Si c'est des produits physiques, il faut que je ship. Y a-t-il des solutions relativement. Parce que le shipping, c'est quand même complexe, là. On va dire, ça a de l'air simple. Là. Je prends le produit, je le mets dans une boîte, je colle une étiquette dessus, c'est parti. Mais là-dedans, il faut que j'aille la boîte. Il faut que j'aille. Fait que la boîte, on n'en parlera pas. Aller en ligne chez magasiner vos boîtes. Mais pour choisir le bon transporteur, avoir des prix de transport qui sont relativement intéressants. Si je commence puis je n'ai pas encore un gros volume, est-ce qu'il y a des solutions existantes pour ça? Ben, dans les solutions qui existent, là, il y a beaucoup de solutions qui existent que ça va faire bider les transporteurs. Là. Je me souviens plus, il y en a une là, qui est super populaire. Là. Je me souviens plus du nom exact. Ouais, ClickShip, c'en est une aussi. Tu en as quelques-unes là, qui existent pour ça. Puis, ça peut être intéressant, puis souvent, ça va être sur une base de chaque colis, je l'évalue par rapport au code postal. Puis là, ben, ça va me dire, OK, ben, de l'entrepôt à cette place-là, ben, ça me coûte moins cher avec cette personne. Fait que ça, oui, vous pouvez le faire, puis ça se fait bien. Généralement, tu sais, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est, en tout cas, nous, dans les clients, beaucoup au Québec et au Canada, ça va être d'ouvrir un compte d'entreprise avec Post Canada, vraiment le transporteur qui gère Purolator aussi, dépendamment de la taille de votre colis, puis de regarder la table de taux, puis regarder si ça vous convient. T'sais, après ça, s'il y a des taux là, que vous dites, ben là, moi, je prévois shipper là beaucoup, puis ce taux-là, c'est impossible, je ne peux pas soutenir ça. Moi, je vais toujours dire, provoquer une discussion aussi avec la personne qui est responsable de votre compte chez Post Canada. C'est des gens à qui on peut parler, puis on peut expliquer la situation aussi. Puis c'est le fun d'avoir des transporteurs. Je trouve d'avoir un partenariat avec un transporteur, pas nécessairement unique, là, on peut en avoir plusieurs, là, mais je veux dire, d'uniformiser nos choses. Puis ensuite de ça, ben, là, pour répondre, le transporteur, ça reste un choix, mais ensuite de ça, au niveau de la logistique, nous, on utilise une application qui s'appelle ShipStation, qu'on aime beaucoup, là, que ShipStation va venir faire le pont justement entre le commerce électronique et les transporteurs. Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une commande qui rentre dans Shopify, elle va aller dans ShipStation, puis de là, déjà, je vais pouvoir connecter. Ça va se connecter avec mon compte Post Canada. Donc, je vais pouvoir imprimer mon shipping label, tout envoyer ça, puis prévoir les manifestes aussi, puis le pick-up time avec le transporteur directement dans ce logiciel-là. Fait que ça se fait relativement bien, puis c'est une solution qui est très accessible, puis c'est plug and play pas mal. J'adore ça. Alors, on y va avec ShipStation. Après ça, j'ai mes courriels avec Klaviyo qui peuvent repartir après que le colis est parti. Même. Là, il y a plusieurs options qui s'offrent, mais ça peut partir directement de ShipStation. ShipStation. Puis, si je résume bien, là, je pense qu'on a fait le tour des... Ah, il y a la rétention de clients. On va finir avec une fois que le courriel est parti, il reste une étape. Il faut lui communiquer. Puis, c'est une belle étape pour transformer un client en héros de notre marque ou en ambassadeur. Il y a plusieurs méthodes de l'appeler. Y a-t-il des bonnes stratégies? Ça serait quoi la stratégie que tu me conseillerais de mettre en place aujourd'hui pour transformer un acheteur qui vient de faire une commande en ambassadeur? Bien, c'est sûr que, je veux dire, je vais revenir beaucoup à Klaviyo parce que c'est une méthode de communication qui est efficace. Là. Mais tu sais, la minute que vous pouvez envoyer des communications, il faut faire attention maintenant avec les lois aussi, là, parce que les gens peuvent tout le temps se désabonner. Mais la minute que vous avez ça, je pense que c'est de garder une fréquence qui est correcte selon votre marque. Puis ça, en passant, je me fais toujours poser la question, mais au final, ça reste une question de contenu, là, dans le sens, le nombre de courriels que tu peux envoyer. Si tu as du contenu pertinent à envoyer 3 fois par semaine, tant mieux. C'est souvent très time-consuming là, de faire du contenu qui est pertinent. Là. Fait que, tu le sais, Anthony. Fait que c'est une question aussi que plus on en a, mieux c'est. Mais je pense que c'est aussi après ça, tout un environnement de marque dans tout ça. Fait que, si on veut créer des ambassadeurs, c'est
c'est de créer, je pense, un univers aussi à côté de juste les produits. Là. Je sais qu'on parle beaucoup de commerce électronique, mais tu sais, les marques, j'aime beaucoup l'univers, justement l'univers du sport aussi, tu sais, vont s'affilier des fois avec des initiatives comme les clubs de course Lululemon, des choses comme ça, tu sais, de dire si on est capable de créer quelque chose à côté et d'avoir des ambassadeurs, ça vient plus un petit peu dans des stratégies marketing que vraiment de commerce électronique. Mais tu sais, moi, je dirais qu'on est capable d'avoir des chaînes automatisées de courriel dans des outils comme Klaviyo qui vont venir générer du contenu pertinent après un achat pendant une certaine période de temps aussi. Puis on est capable aussi d'avoir le profil d'achat des gens. Là. Fait que, si on le sait que la personne a commandé un produit pour femme, par exemple, ben, on peut recommander dans ce sens-là aussi, là, puis venir faire des chaînes automatisées dans ce sens-là aussi. Là. Fait qu'on est capable de profiler un peu avec ça. Puis je rajouterais une expérience client que j'ai reçue dernièrement. J'ai commandé un colis en ligne. Ça a été livré chez moi. C'était une petite entreprise, un petit commerce. Puis la boîte était personnalisée. Il y avait un message à l'intérieur de remerciement. Il y avait vraiment quelque chose, tu sais, une expérience que je retrouvais comme si j'allais dans une boutique spécialisée locale où est-ce que tu as un conseiller qui va venir te voir, tu as un remerciement, il y a vraiment eu une expérience qui s'est bâtie. Autant dans le colis que j'ai reçu, ça n'a pas simplement été emballé bêtement et shippé. Il y a vraiment eu une expérience complète, puis j'ai adoré cette expérience-là. Il y a eu un courriel de remerciement quand il m'a target par la suite. Il parle de produits similaires que je pourrais aimer. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience, puis j'ai un lien d'attachement envers cette boutique-là maintenant. Puis si j'ai à faire un autre achat, dans le sport, je suis un maniaque de sport aussi. Alors, si j'ai à faire un autre achat dans ce domaine-là sportif, c'est pas mal certain que je vais repasser par cette boutique-là. Ouais, ben honnêtement, oui, là, c'est un aspect qui est tellement important puis que tu fais bien d'en parler, là, tout le post-achat, l'expérience client, là, parce qu'on a souvent tendance à penser au UX, là, puis tout ça, fait que le user experience, fait qu'on arrête ça à l'expérience web, là, mais la réalité, c'est que ça se poursuit partout. Nous, c'est régulièrement dans les discussions là, avec les clients, à chaque fois qu'on fait la chaîne puis tout ça de l'expérience client, on se rend jusqu'au colis, puis il faut se rendre jusqu'au colis. Puis maintenant, même ce qui est le fun, c'est qu'il y a des façons de le faire quand même assez interactif là, avec tout ce qui est la démocratisation des codes QR, puis tout ça. On est capable de rendre ça plus dynamique. Fait que, tant qu'à imprimer 10 000 pamphlets, ben, on peut le faire dynamique avec des codes QR en quelque part, puis faire varier cette page-là, puis tout ça dans le temps. Puis généralement, il y a quand même une bonne adoption de ce type de stratégie-là. Là. Fait que, en tout cas, non, c'est le fun que tu en parles parce qu'effectivement, il faut que ça suive jusque dans le colis. Là. C'est plate d'avoir une bonne expérience d'achat, puis là, ça arrive. Puis, c'est tout bêtement emballé. Puis, j'aimerais ça terminer par une question un petit peu large, mais tu sais, aujourd'hui, je veux me lancer à améliorer ma boutique en ligne chez Alias. On a pour nos événements, on fait quelques ventes annuellement, mais je veux vraiment développer un concept avec ça. Puis c'est pour ça le but de la rencontre d'aujourd'hui. Mais pourquoi je devrais avoir au moins un minimum de connaissances comme entrepreneur à connaître ma sphère de boutique en ligne et non tout sous-traiter? Ouais. Écoute, c'est une bonne question, puis il y a mille et une bonnes réponses pour ça. Là, je te dirais que, mettons que je prends pour hypothèse que pour quelqu'un, cet axe de croissance-là est quand même assez important au niveau du e-commerce. C'est sûr que il y a des compagnies qui vont faire des boutiques pour vendre du linge, puis tout ça, mais mettons que c'est un axe de croissance qui est important. Ben, je pense qu'au début, le fameux cliché ou la fameuse image que tous les entrepreneurs sont des chefs d'orchestre jusqu'à temps en fait, toujours un chef d'orchestre, mais on est des gens qui font tout aussi. On a besoin de pouvoir pallier aussi, fait que de bien comprendre comment va fonctionner, exemple, les publicités en ligne, bien, ça va tout le temps suivre parce qu'au début, il va falloir que tu le fasses par toi-même. Puis à un moment donné, il va aussi falloir que tu puisses comprendre quand quelqu'un va arriver puis va te pitcher une stratégie ou va te montrer des résultats, puis tout ça. Moi, je trouve ça vraiment important de challenger des résultats. Là. Nous-mêmes, on en présente aux clients, puis quand on est capable de challenger, c'est là où ça crée des discussions intéressantes, qu'on est capable d'arriver avec un concept qui est vraiment plus hot après, qu'on n'aurait pas eu si on a juste, c'est bizarre à dire, mais une parole de Dieu là, dans ce sens-là. Là. Donc, c'est le fun d'avoir des gens qui peuvent challenger puis venir apporter des idées là-dedans. Puis c'est la même chose, là, je prends l'exemple des publicités, mais
de tout ce qui est de la plateforme en ligne, puis d'avoir un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne. Parce qu'après ça, tu connais aussi des limitations de certaines choses, puis ça aide une réflexion stratégique beaucoup plus large dans l'entreprise. Fait que je trouve que de bien connaître, ne serait-ce que les opportunités, au moins que les plateformes, puis que tes stratégies puissent amener via le web, c'est super important. Puis un aspect aussi que je ne négligerais pas, c'est que oui, la compétence derrière pour être capable d'exécuter certaines choses, mais la veille concurrentielle devient vraiment importante, surtout aujourd'hui parce que les modèles d'affaires changent, il y a des stratégies qui évoluent beaucoup, tu sais, puis tu fais juste regarder, tu sais, les gros dans une industrie, puis tu regardes un petit peu ce qui émerge, puis ça donne plein d'idées, là, puis après ça, généralement, c'est des idées qui sont beaucoup plus accessibles qu'on pense. Hein. Tout le monde dit « Ah, Colin est donc cool, la nouvelle feature que Nike vient de faire. » Puis tu fais une petite recherche rapide, puis il y a une application Shopify qui existe pour ça, puis après ça, c'est bien de l'exécuter en tant qu'entrepreneur, puis de mettre ça sur place. Mais je trouve que ça, c'est un aspect à ne pas négliger, là, de faire une veille constante de ce qui existe chez les bons compétiteurs. Sans, je vais reprendre un commentaire que tu m'as dit au début, sans tomber dans l'extrémisme et mettre tous les plugins existants, Ouais. et mettre tout. Fait qu'il y a un juste milieu à avoir, mais j'adore ta réponse. Et si j'ai une tête sur comment que ça fonctionne, je vais être capable de mieux comprendre aussi mon tunnel de vente. Je vais être vraiment capable de voir c'est quoi les stats qui sont disponibles. Je vais être capable de challenger mon équipe. Je vais être capable d'apporter ma discussion plus loin. Puis la journée que je vais m'enlever les mains de ça, quand je vais avoir des rencontres stratégiques, je vais quand même être capable de pousser puis amener des points qui sont cohérents avec ce qui est possible de faire dans l'avenir. Puis, tu sais, juste pour donner un peu de contexte aussi autour de ça, tu sais, avant la pandémie, les détaillants, il y en a eu beaucoup que ce qu'ils visaient comme objectif, c'était 20% de leur chiffre d'affaires en ligne. Fait que ça faisait que ça arrivait sur un plan un peu secondaire, puis ils pouvaient se fier genre à des conseils externes, puis toujours, puis c'est correct aussi. Mais maintenant, il y en a qui vont viser un 80%, là, qui ont inversé ça de bord complètement, là, qui ont déjà un 60-70%, puis qui se disent, bon, ben moi, j'ai tout structuré mon organisation pendant la COVID, puis d'autres choses pour optimiser mon commerce en ligne, fait que je vais mettre aussi de l'effort là, puis de l'énergie. Fait que ça veut dire que maintenant, il faut que tu aies des gens dans des équipes de direction qui comprennent le numérique, qui sont capables d'exploiter aussi les opportunités qui sont là, puis tout ça. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire, je pense que c'est tout le temps le fun d'avoir des conseils d'experts, puis justement d'être bien accompagné par des gens comme nous. Je peux un peu prêcher pour ma paroisse, mais je trouve ça important de l'avoir dans le leadership ou en tout cas en quelque part dans l'organisation, d'avoir cette vision-là pour être capable de grandir. Ben, j'adore ça. Je vais juste résumer pour être sûr que j'ai bien compris, François Jérôme. Si je veux, quand que je vais lancer, pas si je veux, parce que quand je vais lancer la nouvelle boutique en ligne d'Alliance Entrepreneur, il va falloir que je commence par valider vraiment mon modèle d'affaires, m'assurer que j'ai fait un benchmark, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait à l'extérieur, qu'est-ce qui se fait chez mes concurrents, qu'est-ce qui se fait dans d'autres industries aussi pour voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais prendre de d'autres industries comme l'industrie du sport, de nommer Nike. Je vais magasiner sur leur boutique en ligne, voir qu'est-ce qui se fait. Je comprends vraiment bien mon modèle d'affaires. Je sais c'est quoi que je veux vendre, comment que je veux le vendre. Par la suite, j'y vais sur un point de vue logistique. Je vais avec des logiciels un petit peu comme Klaviyo, j'intègre. Je comprends le tunnel de vente de mon utilisateur. Alors, une fois que je sais qu'est-ce que je veux vendre, il faut que je sache comment que je vais le vendre, comment mon utilisateur va prendre sa décision. Une fois que je comprends tout ça, je peux l'intégrer dans des plateformes relativement simples, un petit peu comme WooCommerce ou Shopify. Puis il y en a plusieurs autres. Alors, c'est d'y aller avec qu'est-ce que j'ai. Moi, j'utilise WordPress. Alors, je peux aller avec un WooCommerce qui s'intègre bien dans mon site. J'intègre les produits. Par la suite, je passe à la vente. J'intègre un système de paiement qui peut être Stripe, qui s'intègre bien, PayPal. Il y en a d'autres. C'est de regarder mon système, ma boutique que j'ai choisi, le système de paiement qui est déjà intégré. Par la suite, je regarde pour négocier un deal avec un transporteur ou plusieurs transporteurs comme Purolator, Post Canada, UPS. Je regarde pour faire un deal avec eux selon mon type de colis que j'envoie. Je termine ça avec un outil un petit peu comme ClickStation où est-ce que je peux aller chercher toutes mes commandes qui rentrent toutes au même endroit, que je traite, j'imprime mon bon de livraison, je le colle, je le ship en mettant une petite personnalisation à l'intérieur pour donner une expérience client le fun une fois que le client reçoit. Et j'intègre ça encore une fois avec Klaviyo pour faire un suivi de ma commande, un courriel de remerciement, un courriel de suivi, puis peut-être un upsell quelques mois plus tard, dépendamment de mon processus d'achat s'il y a du repeat. Est-ce que j'ai bien compris?
Ouais, puis on top of that, prends des bonnes photos de produits, s'il te plaît. Ça prend des bonnes photos de produits. Good. Alors, un essentiel, c'est de commencer avec les bonnes photos de produits pour les mettre sur son site. Hey, j'aimerais ça te dire un gros merci, François Jérôme. J'ai adoré ma discussion. Ça fait 45 minutes. Habituellement, c'est 30 minutes, mais c'est un gros sujet. Je voulais pas trop compresser. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, le 45 minutes. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, ça fait 45 minutes que vous écoutez. Je vous invite à vous abonner si vous l'écoutez en podcast, sur la chaîne podcast, à nous laisser une note. Ça nous aide beaucoup à être vus sur les plateformes. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous aussi sur YouTube. Si vous l'écoutez sur la plateforme, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolette. On envoie un infolette à tous les lundis, un truc et conseil à faire dans votre entreprise. Le tout, c'est gratuit. Notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises du Québec à passer au prochain niveau. C'est gratuit parce qu'on a des partenaires qui nous supportent. Merci à la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Merci à tous ces commanditaires qui nous permettent de créer ce contenu-là semaine après semaine. Encore une fois, si vous avez aimé ça, vous pouvez aussi me rajouter sur LinkedIn. Je suis présent à presque tous les jours sur LinkedIn pour répondre à vos questions, pour avoir vos suggestions. J'aime toujours ça quand vous venez me laisser un commentaire ou des suggestions d'invités, de sujets. Ça m'aide beaucoup à développer mes idées de podcast. Alors, sur ça, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine sur un autre sujet.